Je vais essayer de montrer une dizaine de projets qui sont soit des projets construits, soit des projets perdus, des concours perdus, mais qui ont quand même marqué l'histoire de l'agence, puisque l'agence a effectivement 20 ans, soit des projets en cours d'études. Juste si je décris 2 secondes mon agence, effectivement, on est entre 15 et 20 architectes. On fait beaucoup de concours. Heureusement, on a quelques commandes directes, sinon on s'épuiserait. Et on essaye de travailler sur des projets très variés. Je ne veux surtout pas me spécialiser. J'essaye de faire en sorte que chaque projet puisse être démarré sur une page blanche. J'essaye de ne jamais avoir d'a priori, de recommencer à zéro, ce qui est quelque part très déstabilisant à chaque fois et beaucoup source d'anxiété. Mais en même temps, c'est ce qui permet à chaque fois de se dépasser, de ne pas essayer de réintroduire de vieilles idées, de repartir à neuf. Et en même temps, c'est stressant, mais en même temps, ça permet à chaque fois d'avoir un projet, en tout cas d'essayer, d'avoir un projet ultra contextuel et qui en même temps sache créer une alchimie par rapport au programme qui nous est donné. Pour moi, contextuel ne veut pas dire qu'il se fond dans le site. Parfois, il peut réagir avec beaucoup de violence et de puissance par rapport à un site lorsque ce site n'est pas intéressant ou qui mérite vraiment, ou qu'il a vraiment besoin d'être réveillé. Mais il y a toujours une analyse profonde par rapport à l'environnement, qu'il soit géographique, culturel, social, ou etc. Et puis, c'est vrai que j'aime bien que vous repreniez cette notion d'esthétique. Parce qu'en ce moment, je trouve qu'on décrit beaucoup l'architecture à travers des objectifs de haute qualité environnementale, en tout cas en France, c'est vrai. Et on oublie très souvent de parler des usages, de la première valeur du développement durable, c'est-à-dire de penser à l'être humain, à son confort. Et puis il y a aussi toutes les notions d'esthétique qui sont parfois considérées comme douteuses, c'est-à-dire, en tout cas encore une fois en France, quand un projet est beau, il y a toujours un doute par rapport à ce projet. Ça veut dire qu'il a coûté très cher, ou ça veut dire que voilà, il a été trop loin dans son expressivité, dans sa forme. Et je revendique vraiment le fait qu'une architecture puisse être, en tout cas pas tout le temps, mais quand même assez souvent, qu'elle peut être à la fois extrêmement expressive, et c'est pas pour autant qu'elle n'a pas développé d'énormes valeurs humaines à l'intérieur et d'énormes valeurs de qualification par rapport au contexte dans lequel elle s'insère. Donc je pense que l'architecture est un tout. Voilà, elle protège des usages, c'est aussi la différence avec l'art. C'est d'ailleurs tout ce qui donne sa profondeur. Une architecture peut faire œuvre, mais en même temps, la grande différence avec l'œuvre d'art, c'est qu'elle abrite de la vie, des gens qui travaillent, qui habitent, qui passent, qui vont voir un spectacle. Et elle a le droit, bien sûr, d'être très fortement écologique, mais pour autant de ne pas oublier voilà, toutes ces valeurs d'usage, d'esthétique et de beauté. Le premier projet que je vais montrer, c'est le projet de Citroën. Je vais peut-être passer un peu vite parce qu'à force, je pense qu'il commence à être connu. Là, c'est un projet que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Non pas parce qu'il était sur les Champs-Élysées, mais parce que le maître d'ouvrage, donc le groupe automobile Citroën, nous avait donné un programme qui ne tenait qu'en quelques lignes. Et j'avais beaucoup apprécié au travers de cette concision la confiance qui nous avait été faite à 4-5 architectes qui avaient été retenus. Et là, ce que je voudrais en profiter pour dire, c'est que je pense que l'architecte a vraiment un rôle dans la programmation d'un projet. J'estime que plus un programme est étoffé et énorme, plus j'ai du mal à avoir vraiment une vraie valeur ajoutée par rapport à cette programmation et à déplier une architecture extrêmement épanouie. Je pense que la programmation, c'est un travail très difficile qui est souvent fait de manière uniquement arithmétique. On oublie justement toutes ces valeurs qui sont un peu impalpables d'usage, de poésie, de beauté, etc. C'est souvent une simple addition de chiffres. Et ça empêche l'architecte de se délier dans un process de création qui soit vraiment entier, c'est-à-dire qui touche la programmation, qui touche le site, etc.
Donc ce que j'avais vraiment apprécié dans ce projet, c'est qu'au travers de ces quelques lignes, il y avait tout. C'était 3 phrases, mais ça donnait une telle ambition et surtout une telle liberté aux architectes qui avaient été retenus que je pense que c'est la meilleure solution pour qu'un architecte soit extrêmement inventif et au final extrêmement avec une architecture réussie. Le projet, donc, c'était tout simplement de raconter l'esprit Citroën au travers d'un bâtiment qui puisse traverser on va dire, les décennies, qui crée un magnifique trait d'union entre l'histoire de Citroën, qui est très belle, et un futur que la marque souhaitait aussi beau, sachant qu'évidemment, il y a une fenêtre de tir là-dedans qui est moins intéressante. C'est vrai que c'est un groupe qui, pendant une vingtaine d'années, on va dire, a été moins en pointe sur le design automobile. Donc, il voulait vraiment qu'on introduise dans le bâtiment toute cette puissance historique avec les plus belles voitures qu'ils ont pu imaginer, comme la DS, et en même temps un bâtiment qui soit fortement porteur d'une identité qui se renouvelle sans arrêt dans le futur. Le site est tout petit, il est effectivement sur les Champs-Élysées. Et de par sa petitesse, j'ai essayé de faire un projet qui soit très concis, qui n'ait que 2 idées. Et si je les résume, il y en a une qui est en haut de l'image et puis l'autre qui est en bas à droite. La première idée, c'est de créer une enveloppe, donc un contenant qui raconte le plus profondément possible l'esprit de la marque, en tout cas du logo. Et la deuxième idée, c'est au travers du contenu, c'est-à-dire de l'intérieur du bâtiment. Je voulais que le projet raconte le produit, le contenu de la marque. Donc il y a juste ces 2 idées, exprimer Citroën par un contenant qui raconte le logo et par un contenu qui raconte le produit. Et je pense que par ces deux, à partir du moment où on arrive à les exprimer avec une certaine radicalité, juste ces 2 idées permettent d'exprimer toute la valeur de la marque. Donc l'enveloppe, on va le voir dans les images qui suivent, c'est vraiment une grande forme courbe qui met à profit cette localisation géographique qui est exemplaire. Donc on a essayé de faire une forme qui puisse utiliser le moindre centimètre carré qui nous était autorisé sur cette parcelle, malgré des règles d'urbanisme qui étaient draconiennes. Donc on a essayé de faire le volume absolument maximum, avec une énorme continuité d'enveloppe, donc pas du tout de rupture entre les façades et la toiture, mais plutôt une grande courbe qui pourrait exprimer de manière peut-être un peu contractée, mais les grandes courbes des voitures, comme par exemple les DS. Et puis à l'intérieur, on a ce que vous voyez apparaître au travers de la façade. Le contenu, la présentation des produits, c'est juste une sculpture qui traverse l'espace. C'est une sorte d'arbre à voiture constitué par 8 tournettes. Ce sont des plateformes circulaires et sur chacune d'entre elles, il y a une voiture. Et même si le terrain est minuscule, je voulais que ce soit vraiment la voiture qui soit au centre du bâtiment et que tant pis, les publics se frayent une sorte de chemin sur une alternance de passerelles et d'escaliers qui ne sont pas très larges, mais tant pis. C'est vraiment la voiture qui dévore l'intérieur du bâtiment. La façade, comme je disais à l'instant, elle raconte le logo et je voulais essayer d'éviter en fait de décrire Citroën. Donc quand on étudie, quand on regarde la façade, en partie basse, on est très très sage. On a juste voilà, le logo qui est le double chevron qui est repris juste au-dessus des portes. Et puis mon idée, c'était de jouer avec ce chevron, de le démultiplier sur l'ensemble de la façade et de faire une sorte d'origami qui joue avec le logo et qui l'exprime d'une manière moins littérale. Au fur et à mesure que l'on monte, il devient plus une sculpture que juste l'expression du double chevron. Il y a un jeu au Japon qui consiste à exprimer par un pliage un sentiment ou un objet ou un animal, etc. Et donc je voulais que cette grande enveloppe de verre, ce grand plissé, qu'il ait comme objectif de raconter le logo de la marque.
Comme on le voyait à l'instant, ça c'est l'intérieur du bâtiment, donc qui est dévoré quelque part par cette sculpture de voiture. Je pense qu'il y a une impression vraiment de vertige dans ce bâtiment. J'aime bien travailler dans les projets sur essayer de donner de l'émotion au public qui s'y promène. Alors c'est vrai que les gens qui ont le vertige ne se sentent pas forcément bien. Tant pis, j'en suis désolée. Mais les autres, c'est-à-dire 90%, ont un sentiment de flotter dans le bâtiment. C'est un univers très blanc, il y a beaucoup de vide, il y a très peu de mètres carrés construits, donc on est dans une espèce de bulle où on a juste un jeu de passerelles qui tournent autour de cette sculpture, avec un grand atrium central. Donc on est sans arrêt dans une position qui est au bord d'un vide, que ce soit celui de la façade ou celui de l'atrium central. Et ça donne une impression de légèreté et de flotter dans ce bâtiment. Il y a un designer qui a très longtemps travaillé pour la marque et qui essayait de traduire l'impression qu'il souhaitait donner aux automobilistes qui roulent dans des Citroën. Il voulait donner l'impression qu'on roule sur un tapis volant, qu'on est en fait sur un tapis volant. D'où le fait que j'ai essayé de donner vraiment à l'intérieur beaucoup de légèreté au bâtiment, de cacher toute la technologie. Et en même temps, je me suis rendu compte à mes dépens au fur et à mesure des études que de cacher la technique, de rendre les choses très aériennes, très légères, c'est d'une très grande complexité technique. Alors on a une superstructure qui est toute blanche, avec juste quelques taches de rouge, c'est la sculpture de voiture et puis l'expression du logo en façade. Et puis on a une infrastructure à l'inverse qui est beaucoup plus sombre, qui est toute rouge, qui permet de créer un univers où il y a possibilité de projeter des films et d'avoir beaucoup de multimédia. Voilà l'opposition infrastructure-superstructure. On est dans un espace extrêmement lumineux. C'est un projet qui est quand même très économe en énergie parce qu'on est dans une parcelle qui est extrêmement étroite sur les champs. Et donc on a juste ce ruban de verre qui vient se glisser dans cette tranche entre deux mitoyens. On voit la voûte qui est en haut du bâtiment, la présence très très forte partout de cette sculpture à voiture. Ce sont en plus des plateformes qui tournent, donc qui peuvent effectivement aussi compléter cette impression, pas de vertige, mais d'être dans un espace qui est très mobile. Ça, c'est la vue intérieure de la façade avec ce pliage de prismes de verre qui démultiplie le dessin du logo, avec des films rouges, la voûte qui est en haut. On a beaucoup d'isolation translucide. C'est une sorte de paille de verre qu'on a insérée dans le double vitrage, qui fait qu'on minimise quand même les vues extérieures. Je voulais qu'on ait beaucoup de vues sur les Champs-Élysées, mais ensuite sur l'arrière du bâtiment. Et en toiture, je voulais qu'on n'ait pas trop de vues, que le visiteur puisse se concentrer sur les voitures et qu'il soit dans un univers très laiteux et très diaphane. Alors ça, c'est un autre projet qu'on a terminé il n'y a pas très longtemps non plus, qui est un gros bâtiment de bureau. Donc on voit que le projet précédent, mine de rien, si on parle de contexte et de programme, c'est vrai que je ne me suis pas étendue là-dessus, mais je trouve que les Champs-Élysées, c'est une avenue qui a à la fois une très forte unité et en même temps qui a des bâtiments un peu de toutes les époques. Donc j'ai considéré que c'était important pour moi de respecter les alignements, les gabarits, etc. Mais ensuite, entre deux bâtiments haussmanniens, on a vraiment choisi de créer un projet qui soit finalement très très différent, puisqu'il est tout transparent, il n'a aucune minéralité. La puissance du programme et l'impérieuse nécessité de raconter cette marque qui est quand même française, qui est une marque parisienne, qui est séculaire, est passée avant tout et bien avant le fait de faire un projet qui reprendrait des mots des natures haussmanniennes assez parisiennes en ce moment. Donc le projet est vraiment une vitrine géante, tout en verre, extrêmement transparente la nuit, qui raconte Citroën et qui ne fait par rapport au contexte qu'en respecter les alignements et les gabarits, mais ensuite c'est un petit peu un accident dans cette avenue qui reste très minérale.
Le projet de Saint-Étienne a aussi été un projet très difficile par rapport au contexte. On est près de la gare, dans un quartier qui est extrêmement hétéroclite et surtout qui va très certainement, malgré la crise qu'on vit en ce moment, être en pleine mutation. En tout cas, progressivement déjà, il commence à être modifié. Et l'objectif du projet, quand on a fait le concours, c'était d'anticiper ce que serait le quartier demain. Donc, on savait que le quartier allait se densifier, mais il fallait quand même, avec un certain courage, anticiper ce devenir et quelque part, à un moment donné, poser ce projet dans une stature qui est pour le moment pas du tout contextuelle. C'était en quelque sorte la tête de pont et la première pierre de ce nouveau quartier. Après, il y avait deux difficultés dans le projet. La première, c'est que c'était un programme très très dense pour un terrain qui était tout petit. Et en même temps, il y avait la volonté de la mairie de ne pas étouffer le site, de ne pas créer un bâtiment qui s'installe en rempart, mais qui au contraire travaille sur beaucoup de transparence, qui maintiennent beaucoup de perspectives visuelles et de traversées piétonnes au travers de l'îlot, puisque c'est quand même un projet qui fait 25 000 m² dans une toute petite ville. Donc il fallait quand même sur ce site essayer de garder beaucoup de perméabilité. Et puis la dernière difficulté, c'était qu'on on abrite aujourd'hui une dizaine, on va dire, de locataires ou de propriétaires. C'est vraiment un immeuble 100% bureau. Mais pendant le concours, pendant toutes les études et même pendant une grande partie du chantier, chacun de ces usagers ne savait pas combien de mètres carrés il souhaiterait. Donc on a essayé de créer un projet, on voit les différentes formes en haut, qui soit une sorte de continuum bâti et qui permette ensuite, au fur et à mesure, comme un principe de vase communicant, de gérer les désirs des uns et des autres. Ça veut dire que chacun, par exemple, quand il y a un usager qui demandait plus de mètres carrés, le voisin se poussait. Et donc, on a progressivement toujours réussi à articuler les plus et les moins de chaque usager sans bousculer cette forme, sans créer de rupture, justement parce que le bâtiment reste un continuum bâti. Voilà, on voit l'expression de cette continuité, c'est vraiment comme un pliage, c'est comme une sorte de volume tubulaire qui vient se plier. Ça, c'est la toute première maquette qui monte et qui descend justement de manière à créer ces grandes portes. On a 3 grandes portes qui sont des traversées piétonnes, qui sont aussi des grandes percées visuelles. Chaque fois que le bâtiment est en bas, il a finalement une échelle assez contextuelle, il s'harmonise bien avec les bâtiments voisins, mais il fait un obstacle aux promenades, et chaque fois qu'il s'élève, il est moins contextuel, mais il autorise ces traversées et la création d'un espace intérieur qui aujourd'hui est très apprécié, puisque c'est l'endroit où on a toutes les portes d'entrée et où on a beaucoup d'animation. Voilà, on voit le côté très ponctuel de l'emprise au sol sur le plan qui est en bas et celui qui est en haut. On voit des coupes qui sont très finalement expressives parce que voilà, le bâtiment s'élève en pont et possède vraiment différentes échelles par rapport au quartier. J'avoue que ça a été un chantier extraordinaire. C'est vrai que j'aime bien les grands projets, j'aime bien pouvoir prendre la mesure d'un site en m'y dépliant avec... j'aime bien m'épanouir dans un site. Toujours être contextuel, mais en même temps pas forcément se fondre dans un univers bâti existant. Et là, toutes les parties, qu'elles soient en porte-à-faux ou en porte, ce sont des parties qui ont été construites comme des ouvrages d'art, comme des ponts. On voit des structures métalliques avec des grandes poutres virandelles qui viennent à chaque fois s'appuyer sur des culées qui sont en réalité les grands noyaux de circulation verticale. Voilà le projet fini. Donc, il y a aussi quelque chose que je veux expliquer dans ce bâtiment, c'est que j'ai toujours eu un peu le stress sur ce terrain qui était très petit, de créer un univers finalement pour le travail qui soit pas toujours baigné de suffisamment de lumière naturelle. J'avais peur que la densité crée une sorte d'oppression. Ça veut dire que quand vous regardez bien, à chaque fois que le bâtiment de devant, on a une sorte de grande cour intérieure tout en longueur,
Et chaque fois que le bâtiment de devant s'installe en hauteur, celui de derrière s'installe plutôt à plat sur le sol et vice-versa. Ce qui fait que la plupart des bureaux réussissent à récupérer des vues lointaines et on a finalement très peu de bureaux avec des vis-à-vis serrés, d'une part. Et puis d'autre part, j'ai eu effectivement recours à la couleur parce que je pense que l'architecture c'est un tout. Voilà, c'est un travail sur la volumétrie, l'usage, le contexte, les connexions, les parcours, etc. Mais c'est aussi un travail sur la matière, la lumière, la couleur, etc. Et là, la couleur m'a aidé à donner beaucoup de gaieté et à recréer finalement une lumière dans l'espace de la cour intérieure qui est très serrée. Donc toutes les parties finalement à l'intérieur de la rue sont toutes en jaune. Je n'ai jamais installé de jaune sur les façades extérieures parce que sinon l'architecte des bâtiments de France n'aurait pas du tout accepté. Mais j'ai plutôt utilisé la couleur que dans ces espaces d'intériorité pour donner aussi un côté domestique, pour enlever l'impression de monumentalité et puis pour faire réagir tous les murs rideaux que j'ai installés et voilà, travailler sur aussi la diffraction de la couleur et la notion de reflet. Là, on voit sur cette image l'insertion dans le site. Finalement, on s'insère quand même bien. On a un site, heureusement, qui est hétéroclite, donc avec des petites maisons, des grands immeubles. Saint-Étienne est une ville qui est très mouvementée, avec des collines, je crois, au nombre de 7. Voilà, donc tour à tour, on a un contexte qui est très bas et puis qui reprend des grandes hauteurs, comme par exemple aussi avec ce bâtiment. Et puis il y a cette notion de reflet et de diffraction de la couleur dont je parlais à l'instant, qui vient nimber en fait et animer tous les murs rideaux qui viennent envelopper le bâtiment. Voilà, on voit cette intériorité qui est créée avec le jaune, le fait que cet espace intérieur n'est jamais sombre. Le jaune, pourquoi le jaune? C'est une couleur qui est à la fois claire, qui est vive, qui est pure, et puis c'est un peu comme un soleil artificiel. J'espère qu'il n'y a pas de Stéphanois dans la salle, mais dans une ville qui est très souvent grise et triste. Donc j'avais envie à un moment donné d'une couleur qui irradie et qui donne à cet univers de travail beaucoup de gaieté, tout simplement. Voilà, on voit à chaque fois les différentes portes qui émergent sur les rues. Cette impression de déséquilibre, cette certaine monumentalité, quand même, j'assume qu'une architecture... c'est bien aussi qu'elle donne de l'émotion par une certaine monumentalité et puis après qu'elle complète et qu'elle compense par au contraire de la délicatesse et une certaine chaleur humaine. On voit les traversées piétonnes, je viens d'en parler, mais aussi il y a beaucoup de fenêtres sur le ciel justement dans ce mouvement du bâtiment qui oscille de bas en haut. On a régulièrement des ouvertures sur le ciel auxquelles je tenais beaucoup. Et puis on voit l'illustration des reflets dont je parlais à l'instant. Voilà. On a une belle orientation, c'est vrai qu'on est nord-sud. Et donc le jaune, à tout moment de la journée, en tout cas quand il y a un peu de soleil, mais même quand il y a une forte lumière, il irradie réellement. Et puis on voit l'atmosphère depuis les bureaux. Je crois que dans la suivante, voilà, on voit des vues lointaines. La volumétrie fait une sorte de gymnastique qui fait que depuis tous les bureaux, depuis chaque bureau, on a une vue un peu différente. Voilà, et puis on a des échappées lointaines sur la ville qui sont à chaque fois intéressantes. Et puis ce voile jaune est évidemment multiperforé avec de nombreuses fenêtres qui aident à ces cadrages visuels. Ça, c'est le projet pour l'extension du musée d'art moderne de Lille à Villeneuve-d'Ascq. Ça, c'est un projet, je pense, où j'ai été beaucoup plus, on va dire, délicate par rapport au contexte, même si ça n'a pas été forcément apprécié dès le départ par les architectes des bâtiments de France. En fait, il s'agissait d'un concours. Donc, on voit très précisément, on est dans un quartier résidentiel de Villeneuve-d'Ascq ici. C'est une commune qui est à côté de celle de Lille. On a un très très beau parc qui dévale une pente plein sud vers un cours d'eau qui se situe ici. On verra les photos après. Et Roland Simounet avait construit dans les années 80 un musée d'art moderne pour abriter une très belle collection d'un
d'un industriel du nord de la France qui avait accumulé au fil des années voilà, de très belles œuvres d'art moderne et d'art contemporain. Il y a une dizaine d'années, même plus maintenant, une quinzaine d'années, la conservatrice a tout fait pour récupérer une collection d'art brut, donc ce qu'on appelle en anglais outsider art. L'art brut étant simplement, enfin, comment dire, grossièrement dit, c'est un peu l'art des fous. Donc c'est un outsider art, je trouve que c'est un mot qui est plus joli que art brut, qui raconte vraiment un art à part, un art de limite, qui est souvent fait par des personnes qui ne se considèrent pas comme des artistes et souvent réalisé dans des hôpitaux. Donc c'est vraiment un art à part qui est pour autant un art à part entière. Mais c'est un art qui ne laisse pas indemne et qui est, en tout cas dans cette collection qui est très proliférante, c'est un art qui vraiment marque le visiteur. La conservatrice du musée voulait absolument récupérer cette collection pour l'articuler avec les collections d'art moderne et d'art contemporain, puisque, entre autres, il y a beaucoup d'œuvres de Dubuffet. Et c'est vrai que c'est Dubuffet qui a inventé, je pense, le mot de mémoire, le mot art brut, en tout cas qui a un des premiers repéré ces formes d'art comme étant des œuvres d'art extraordinaires. Alors une fois que j'ai dit ça, la conservatrice voulait absolument qu'il y ait une articulation très très imbriquée, enfin réellement une contiguïté entre ces trois formes d'art, moderne, contemporain et brut. Ça c'est d'un côté c'était sa volonté, de l'autre on était quand j'ai fait le concours sur ce bâtiment de Roland Simounet qui a été classé en 2000. C'est une des dernières œuvres de Roland Simounet. Et l'architecte des bâtiments de France qui a participé à la rédaction du programme du concours voulait, lui, de son côté, que le projet ne touche absolument pas, le projet d'extension pour abriter la collection d'art brut, ne touche absolument pas le bâtiment existant. C'est un espèce d'a priori, justement, qui m'horrifie un peu. Disons que voilà, comme c'est un bâtiment classé, il faut se mettre à distance, il ne faut pas le toucher au risque de le dénaturer. Donc on avait une parcelle qui était située sur les bordures du parc, qui permettait de maintenir cette sacro-sainte distance par rapport au bâtiment de Roland Simounet. Voilà quelques photos du bâtiment, très beau, une architecture très horizontale, qui est à la fois une architecture du Nord, mais avec ses racines, on va dire, nord-africaines que Roland Simounet avait. Donc une sorte de paradoxe de racines nord-africaines qui finalement a très très bien pris racine dans le Nord. Et puis il y a un parc absolument magnifique que je décrivais tout à l'heure, qui descend en pente douce vers le sud et vers un cours d'eau qui se trouve ici. Dans ce parc, il y a beaucoup d'œuvres d'art contemporain, donc c'est un très très beau lieu. Quand j'ai pris possession du programme du concours, comme on fait toujours à l'agence, on est très rigoureux, on essaye de se plonger de manière presque parallèle sans trop s'articuler au départ, d'une part sur le site et puis d'autre part sur le programme. On essaye de réfléchir par rapport au site, qu'est-ce qui serait mieux, et par rapport au programme, qu'est-ce qui serait mieux. Et seulement après, on essaye de travailler à la rencontre de ces deux concepts qu'on a commencé à mettre en place séparément. Quand j'ai commencé à lire Roland Simounet a très peu écrit, mais il a si bien écrit. Il a beaucoup exprimé une architecture finalement assez rustique. Il était très modeste lui-même et il parle de ses projets comme étant des projets qui cherchent un rapport au sol simple, avec un côté effectivement presque rustique. Il cherchait jamais de la monumentalité, mais au contraire plutôt des articulations de volume enracinées dans le terrain de la manière la plus simple et la plus modeste possible. Et c'est vrai que déjà face à ces principes et à cette architecture qui effectivement s'est installée très simplement dans le parc, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise par rapport à cette distance qui avait été imposée par l'ABF. Je trouvais que cette distance finalement n'était pas forcément une forme de politesse, mais elle pouvait être ressentie comme une forme, si Roland Simounet avait été encore vivant, comme une forme de mépris, cette mise à distance. Donc j'étais mal à l'aise. Et puis après,
j'ai beaucoup étudié le programme et j'ai vu tout ce travail qui a duré quand même des années et des années. La France est très en retard par rapport à l'art brut, puisque c'est vous en Suisse qui avez la première collection. Qui a été refusée, je crois, par certains musées français. Et donc, c'est une collection que vous abritez à Lausanne. Et donc, on a aujourd'hui, on va dire, la deuxième très belle et grande collection. Mais il y avait une espèce d'énergie de la conservatrice, d'abord à ne pas la laisser partir, à absolument la récupérer dans ce musée, et puis à avoir tout un travail pédagogique de création de liens entre ces trois formes d'art. Et pour elle, au travers de ces mots qui étaient des mots de conservateurs, il y avait tout sauf une mise à distance. Il y avait l'idée de parcours fluide où, en se perdant d'une pièce à l'autre, on passe presque sans s'en rendre compte entre une salle pleine de Dubuffet et une salle pleine, par exemple, d'Annette Messager. Je pense que c'est ça qu'il y avait derrière les lignes. Du coup, j'ai assez vite finalement pris la décision de ne pas respecter ce programme, de ne pas me mettre à distance, mais au contraire de venir couler cette architecture comme l'avait fait Roland Simounet sur le site, de couler mon propre projet tout contre le projet de Roland Simounet, de venir m'articuler, de venir littéralement envelopper ces façades. Voilà, j'ai créé une sorte de grande forme, elle aussi très plate, qui vient envelopper quand même sur plus de 100 mètres la façade nord et puis qui vient se retourner ici sur la façade est. Donc on voit des premières maquettes, c'est vrai que je reconnais, je viens envelopper ces façades, mais je viens aussi me cacher, me mettre en retrait par rapport aux parcours principaux dans le parc. Et ça fait que lorsqu'on rentre dans ce parc, on continue aujourd'hui à ne voir d'abord que le bâtiment de Roland Simounet et seulement après, voilà, pardon, mais ça dépasse de l'image, mais on entre dans le parc par en haut à gauche. Et on a vraiment cette grande promenade qui va de l'ouest à l'est. Et ce n'est qu'à partir d'un certain moment qu'on commence à découvrir en retrait cette volumétrie qui se délie. Et là, je trouvais que c'était aussi une forme de politesse, de faire en sorte que je puisse respecter une certaine chronologie. Voilà, on voit d'abord Simounet et ensuite mon architecture. Bon, après, il y a le contexte, mais je reviens à l'usage, c'est sans arrêt un pas dans un sens, un pas dans l'autre, en tout cas un grand écart entre les deux. Je voulais quand même installer une architecture d'une part très contemporaine, qui ne pastiche pas l'œuvre de Roland Simounet, et puis une architecture qui soit le reflet de ma propre écriture, et puis enfin une architecture qui soit la mieux à même d'abriter cette collection qui est quand même parfois si déstabilisante. Voilà, donc on a cette volumétrie qui, à l'arrière, en façade nord, regroupe tous les ateliers, les circulations techniques, etc. Et puis ici, sur cette partie est, c'est un peu comme 5 doigts qui viennent glisser sur la pente et abriter 5 salles d'art brut qui sont des salles de contours beaucoup plus organiques. L'idée, c'est vraiment d'envelopper les parcours de manière douce. Je ne suis pas du tout dans un plan entre guillemets domino comme l'avait fait Roland Simounet, mais plutôt dans un parcours vraiment fluide qui fait en sorte que quand on arrive dans chaque salle, on ne découvre jamais la totalité des œuvres d'un seul tenant, sinon on serait un petit peu remué. Donc on les découvre au fur et à mesure de plis et de contre-plis qui s'installent dans cette volumétrie. Voilà, ça c'est la maquette qui montre ce grand enserrement, c'est un peu comme deux bras qui viennent embrasser le bâtiment de Roland Simounet. Ça c'est vu depuis le sud, l'articulation justement de mon architecture pour l'extension avec celle de Roland Simounet. Je ne reprends pas les matériaux de l'architecture existante, je n'avais pas envie d'utiliser la brique, on est tout en béton, mais un béton qui est très rustique, qui est multiperforé parce qu'on vient protéger en fait des grandes baies vitrées. L'art brut est un art très fragile, donc on est obligé d'être dans une certaine pénombre. Et on a des grands mouchards qui viennent à chaque fois passer devant les baies vitrées de manière à filtrer la lumière et à maintenir cette pénombre. Voilà, ça avant c'était l'image du permis de construire, et puis ça c'est l'image du projet réalisé. Là il y a quelques photos du chantier. On est en béton coulé en place avec des modés nature, des bas-reliefs qui s'installent
en fond de coffrage. Et puis à chaque fois, devant les grandes baies vitrées qu'on voit là, des parois en béton préfabriquées qui ont été faites en ductal. Le moucharabier aussi est un clin d'œil par rapport à Roland Simonet et puis à ses origines nord-africaines. Ça, c'est la vue du dessus. On voit la forme des salles tout en méandre qui permet de découvrir au fur et à mesure les œuvres. Et puis l'ensemble avec ce grand double éventail qui vient au coin envelopper le bâtiment de Roland Simonet. Voilà les moucharabiers. Il y a aussi une notion un peu de mystère dans cette extension, donc c'est pour ça qu'on passe progressivement de moucharabier à des bas-reliefs pour que les ouvertures ne se voient pas trop, qu'il y ait un côté très mystérieux et très simple, très monolithique. Ça, c'est une vue depuis le sud du parc. J'ai toujours travaillé quand même sur des séquences qui reprennent un peu celles de Roland Simonet, donc un projet qui articule des pans de murs verticaux de petite échelle, un bâtiment qui reste aussi très plat et qui vient finalement voilà, créer une séquence supplémentaire aux deux premières de Roland Simonet. Ça, c'était la façade nord. Et puis d'autres vues sur la partie est du projet et des vues de nuit. Je vais passer peut-être un peu plus vite sur l'intérieur. Bon, ce qui est important, c'est qu'en réalité, on n'a pas fait que notre projet, mais on a restructuré le bâtiment existant. Voilà, et puis là, on voit la partie avec la collection d'art brut. Les 5 doigts qui se développent à partir d'une salle d'introduction qui essaye un petit peu de constituer un pivot et de raconter au public voilà, c'est quoi l'art brut avant qu'il se promène dans chacune des 5 salles. Donc on a des figures un peu mystérieuses, des sculptures qui vous interrogent. Enfin, la muséographie est vraiment faite pour questionner sur l'art brut. Les images doivent être un peu lourdes, donc j'ai du mal à les passer. Ça, c'est un bâtiment de bureau que j'ai fait également récemment sur l'avenue de Friedland à Paris pour un investisseur privé qui s'appelle Gessina. On a livré le projet il y a à peu près 1 an. C'était une commande difficile parce que le site est tellement prestigieux qu'il s'agissait de prévoir un bâtiment de bureau très certainement pour un siège social prestigieux, et en l'occurrence c'est donc le groupe Barclays Capital qui a pris les locaux. Il y a 5600 mètres carrés, et là cette fois-ci l'objectif n'était pas il était quand même de se fondre dans une architecture très minérale qui est celle de l'avenue de Friedland, avec de très très beaux bâtiments haussmanniens. En même temps, je voulais donner beaucoup de lumière naturelle dans les bureaux. On est plein sud, on a des vues extraordinaires sur l'Arc de Triomphe, sur l'avenue et même une percée sur les Champs-Élysées. De par la qualité de cette vue, je voulais que les façades soient très vitrées, mais en même temps, j'avais le souci quand même d'harmoniser et d'avoir un travail sur quelque chose qui vienne filtrer cette lumière, qui vienne aussi protéger les bureaux d'un trop-plein de lumière, et qui vienne aussi ramener de la pierre dans le projet. Donc on a une sorte de grand filtre qui est un pliage de marbre feuilleté qui passe devant la façade vitrée, qui adoucit énormément la lumière parce que c'est un marbre qui est translucide, qui est très fin et puis qui est très légèrement grège. Donc on a une lumière à l'intérieur des bureaux qui est vraiment dorée. Puis à l'intérieur de l'îlot, on a d'autres façades qui sont beaucoup plus minérales, qui travaillent plus l'intériorité, avec des cours qui sont très végétales. Voilà les vues, on a vu la tour Eiffel passer. Et puis par rapport à cette façade, le dernier enjeu que je voulais, c'était donner une sorte de mot des natures moi aussi, ne pas travailler un grand panneau très plat. Donc on a cette mot des natures qui est toujours plissée et qui permet d'attraper le soleil, de faire plein d'ombre et de lumière, parce qu'encore une fois, étant plein sud, le projet est
est très spectaculaire en fonction de... Si on est la nuit, c'est vraiment l'éclairage intérieur qui ressort, et puis de jour, en fonction de la lumière, on a plein d'ombres et de lumière qui se dessinent et qui sont très, très nerveuses. Enfin, c'est un facettage qui induit un jeu d'ombre très graphique. Ce projet, c'est la Gaîté Lyrique. C'est vrai que l'agence sort d'une période où on a livré beaucoup de chantiers. Un projet où vraiment, là, il y a eu une recherche, on va dire, très détaillée et très analytique sur la programmation. En fait, ce n'était pas un concours, mais plutôt un marché de définition, c'est-à-dire qu'on avait vraiment le rôle de venir avec une réponse pas uniquement architecturale, mais aussi programmatique. Vous voyez le petit trait rouge, c'est en fait l'ancien théâtre de la Gaîté Lyrique, et donc c'est le lieu du projet. Avec la difficulté immédiate qu'on découvre au travers de cette image, c'est qu'on est en cœur d'îlot, dans un îlot haussmannien qui est voilà, entre 4 rues. Donc c'est vraiment un site en creux, dans un cœur d'îlot qui ne l'autorise à avoir que peu de façades, qu'une seule façade en réalité. Et cette façade, c'est celle de l'ancien théâtre. Donc c'est une façade qui est inscrite, à laquelle on ne pouvait absolument pas toucher. Et le paradoxe, c'est que le projet, c'est vraiment un projet qui est dédié aux nouvelles cultures numériques, donc aux arts numériques, aux musiques actuelles, principalement en musique électronique. Donc un lieu d'une modernité extrême, et il fallait, tant pis, se satisfaire d'un projet dans cette grande intériorité de cœur d'îlot, sans avoir le moindre moyen de ressortir et puis d'exprimer l'art numérique à l'extérieur. C'est comme ça. Donc on a deux espaces qui sont inscrits, que l'on doit traverser avant d'arriver dans le bâtiment. Si je raconte un petit peu de la programmation, on a donc 3 salles de spectacle. On a beaucoup d'espaces d'exposition, une bibliothèque, un café. Et on a en fait vraiment un projet qui doit être partout, à la fois un lieu d'installation d'art numérique, mais aussi un lieu de musique électronique. Donc il y a toujours la possibilité d'un mélange entre les arts visuels et la musique et les arts sonores, d'une part, et d'autre part, c'est un bâtiment qui devait absolument être ouvert tout autant aux artistes qu'au public. Donc c'est un projet compliqué, où on a beaucoup travaillé sur la notion de flexibilité, parce que voilà, on connaît les cultures numériques aujourd'hui, on ne sait pas de quoi elles seront faites demain. Et puis il y a aussi que les artistes sont... Le numérique permet de déployer un imaginaire sans limite. Le numérique aussi demande beaucoup de moyens et de technologies. C'est vrai que c'est un lieu qui peut abriter des concerts, des installations d'art numérique, mais il peut aussi y avoir des œuvres théâtrales qui utilisent le numérique, il peut y avoir du cinéma, il peut y avoir de la danse. Donc on voulait vraiment créer une plateforme qui ne se ferme surtout pas à certaines œuvres d'artistes. Donc c'est un projet qui travaille vraiment sur trois salles identifiées, qui sont une grande salle de spectacle, un petit théâtre des médias et une salle de conférence. Et puis autour de ces 3 espaces, des plateaux qu'on a appelés des plateaux de respiration, qui sont ce que vous voyez ici, qui permettent tour à tour de servir de foyer pour les salles, mais aussi de lieu d'exposition, d'espace pour des petits concerts, de lieux de travail pour les artistes. Donc on a essayé de décliner, voilà, c'est des espaces que vous voyez là, partout sur les 6 niveaux du bâtiment, des espaces super flexibles qui peuvent vraiment se transformer et se scénographier au gré des besoins des artistes. Et on voit par exemple, voilà, on vient de monter sur 3-4 niveaux, et on voit la salle principale, qui est une très grande salle de spectacle, qui est revêtue de miroirs, qui prend place au centre, et autour de laquelle tous ces espaces de respiration permettent voilà, des installations, des œuvres de danse, comme vous voyez à l'instant. Ça, c'est l'intérieur de la salle de spectacle, où effectivement il y a un concert. Bon, je ne vais pas raconter dans le détail, mais c'est un lieu qui est extrêmement performant du point de vue de la technologie. On a voulu des salles qui soient non orientées. Là, on a un concert qui nécessite une scène latérale, mais ce sont des espaces vraiment qui peuvent être immersifs, avec des scènes au centre. C'est des lieux qui peuvent être aussi des supports de projection, donc ce n'est pas forcément une salle toute noire.
On a des grands écrans blancs qui descendent et qui permettent parfois d'avoir plutôt des œuvres de cinéma sur les 4 faces en même temps et peut-être la musique aussi en même temps. Je pense à un champ des possibles pour les artistes qui est immense. Ça, c'est le deuxième lieu historique dans lequel on a quand même réussi à intervenir pour installer du mobilier, pour créer des lustres. C'est en l'occurrence un des foyers de la grande salle. Et donc il y a quand même une sorte d'acupuncture avec quelques éléments de design contemporain qui permettent de faire le lien entre ces deux lieux historiques et le reste du bâtiment qui a été complètement démoli, reconstruit. C'est un lieu qu'on a restauré d'une manière assez atypique, c'est-à-dire qu'on n'a pas essayé de reconstituer les décors historiques, on a simplement gratté les différentes couches successives pour arriver à la couche d'origine. Donc ça donne une couche d'origine qui est très abîmée, mais au moins elle a une grande authenticité. Donc ça donne cet aspect un peu dégradé, un peu abîmé, mais extrêmement romantique et un peu félinien presque. Donc dans le lieu, tout à l'heure, je parlais de flexibilité. Pour assurer justement cette scénographie et cette évolutivité de tous ces lieux dans le bâtiment, on a créé un mobilier. Donc là, on en voit une partie. On a appelé ça des éclaireuses. C'est des petits modules qui sont potentiellement sur roulettes. On vient fixer des roulettes aux 4 coins. Donc on a des petits mobiliers bureaux, au fond en rose, des petits mobiliers multimédia. Donc ils sont des lieux un peu d'immersion dans lesquels on peut regarder une installation numérique. On a aussi des éclaireurs, voilà, un principe d'éclaireuses multimédia pour visionner des œuvres. On a des éclaireuses étagères, on a des éclaireuses bars, des éclaireuses loges d'artistes. Et donc tous ces petits modules circulent dans le bâtiment, ils ont un monte-charge à part qui leur est dédié. Et lorsque par exemple on a besoin d'un plateau pour des artistes, pour qu'ils s'installent avant un spectacle, on installe 10 loges, 10 éclaireuses loges. Et puis l'espace est dédié aux artistes. Et puis le lendemain, les artistes n'ont pas besoin de tant de loges que ça, et on va installer des vestiaires, et ça va devenir par exemple le foyer pour le public. Là, on est dans la bibliothèque qu'on appelle centre de ressources, et notre idée dans le bâtiment, c'était de dire que la mairie du 3e voulait absolument qu'il y ait un centre de ressources figé. Nous, on aurait aimé que ce soit la totalité du bâtiment qui soit potentiellement accessible, qui soit potentiellement centre de ressources. Donc aujourd'hui, le centre de ressources existe géographiquement, il a son espace, mais on se dit que demain, ces éclaireuses de travail pourraient partir à l'assaut de l'ensemble du bâtiment et puis faire en sorte que le centre de ressources soit égrené sur tous les plateaux du bâtiment. Alors les projets non lauréats, je vais parler d'une tour qu'on a faite. C'est la première tour que j'ai conçue. C'était un concours qui était lancé par l'investisseur Unibail. Donc je vais passer assez vite, mais voilà, je pense que pour tout architecte, c'est assez fascinant, en tout cas avant d'avoir commencé à le faire, de travailler sur un projet de tour parce que il y a la dimension comment dire, qui est un petit peu hors du commun de ce type de projet. Il y a une présence de l'ingénierie qui est prépondérante et l'articulation là dans ce type de projet entre un architecte et un ingénieur, elle est fondamentale. Je pense que ça fait partie des projets qui apprennent énormément à un architecte. Et puis cette dimension verticale, ce sont des projets qui doivent un peu faire le grand écart pour moi entre l'articulation avec un sol, avec un site, avec une échelle humaine, d'une part, en bas, et puis c'est aussi des projets qui doivent s'articuler avec le ciel, qui doivent créer un rapport avec les nuages, qui doivent créer quelque chose lorsqu'ils touchent le ciel. C'était un projet de tour assez haute quand même pour la France, une tour de 300 mètres, donc on avait à peu près 75 étages. Et du fait de cette tour très très haute, la structure, pour moi, très vite a constitué un enjeu de taille. On voulait être extrêmement écologique, donc je ne voulais surtout pas d'une tour totalement vitrée. Je voulais travailler sur des filtres qui permettent d'atténuer le rayonnement solaire. Je voulais minimiser les besoins en énergie. Puis je voulais aussi travailler sur la minimisation de la structure et de son poids.
Et puis j'étais tellement excitée de travailler avec des ingénieurs et de voir comment une structure de tour peut être imaginée, que très vite, à leur contact, j'ai eu envie de montrer cette structure et de ne pas la mettre uniquement qu'à l'intérieur, au droit des noyaux de circulation verticale. Donc il y a une partie de la structure, certes, qui est au centre, au droit de ces noyaux, mais il y a une grande partie qui est à l'extérieur et qu'on a créée en exosquelette structurel. Donc c'est ce que vous voyez là, à droite, dans la maquette, tandis qu'à gauche, c'est l'image d'une éponge marine. Ça, c'est une des sources d'inspiration. C'est une éponge qui donne l'impression d'être extrêmement souple, quand même extrêmement fragile, et en même temps qui est exemplaire du point de vue de sa rigidité. C'est un peu comme un exosquelette naturel. Voilà, donc le projet, finalement, a décidé de mettre une partie de la structure à l'extérieur et de faire en sorte que cette structure raconte, elle exprime un décor absolument extraordinaire. Donc c'est une sorte de filtre par rapport au soleil. On voit sur la maquette à gauche que sur la partie droite, cet exosquelette est très présent parce qu'on est au sud et on veut vraiment minimiser les rayons solaires. Et puis sur la partie qui est à l'extrême gauche, on est plutôt en façade nord. Donc la structure, cet exosquelette, se met de manière beaucoup plus délicate pour ne pas obstruer les apports solaires. Et puis on voit aussi en bas comment cet exosquelette vraiment magnifié, au fur et à mesure, il s'ajoure pour constituer des très grandes fenêtres, des très grandes portes. Parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en plus, le maître d'ouvrage voulait qu'on puisse passer sous la tour. Il nous avait donné comme site un terrain qui est traversé par un pont. Donc il y a des grandes ouvertures qui font qu'on peut véritablement traverser en sous-face la tour. On avait fait 2 maquettes, on travaille beaucoup en maquettes à l'agence. Ça, c'est une maquette qui était au 200e, qui raconte cette structure, comment au fur et à mesure elle est devenue baroque et comment elle s'est démultipliée en une multitude de modules, voilà, qui sont tour à tour de grande taille, de petite taille, tour en tour fermés, ouverts, en fonction du fait qu'on est en bas, en haut, au nord, au sud. Donc c'est toute une histoire qu'on a racontée avec cet exosquelette. Juste la ligne que vous voyez à droite, verticale, c'est une ligne qui permet de structurer des ascenseurs panoramiques qui montaient. On voit les plans. Bon, là, je vais passer plus rapidement. On avait l'idée d'introduire de place en place des jardins d'étage, des sortes d'espaces intermédiaires qui permettent de créer une climatologie qui soit ni dedans ni dehors, mais qui fasse qu'on n'ait pas besoin de descendre 50 étages pour retrouver l'air pur. Donc, des sortes de jardins qui venaient donner une impression de respiration. Là, on voit les vues intérieures. Je voulais aussi que ce grand exosquelette permette de cadrer les vues et de faire en sorte que d'un bureau à l'autre, on ait une vue différente. Normalement, il y a des petites images de la tour Eiffel, qui sont une de mes sources d'inspiration. Ce que je trouve très beau dans la tour Eiffel, c'est que quand on se promène dessous, on est vraiment impressionné, on est écrasé par cette structure. Je parlais tout à l'heure d'émotion. Là, le mot émotion revient. Je pense que c'est très beau en fait de passer sous un bâtiment et puis d'être tout d'un coup immergé sous cette structure monumentale. En bas, la grande arche, c'est un peu aussi comme une sculpture à la Richard Serra. C'est des voiles de métal qui font 2 mètres d'épaisseur chacun. Donc en tout, c'est vraiment une porte en métal qui fait 4 mètres d'épaisseur et qui vient découper l'exosquelette au droit de cet espace intérieur. Et puis là, en mezzanine, on avait un café, donc on pouvait vraiment vivre sous cette grande porte. Puis elle travaille aussi, évidemment, dans cet exosquelette comme une dentelle. Il y a le travail sur le soleil, sur les ombres et la lumière qui viennent se découper de manière très graphique. Bon, il y a le rapport au sol. Je pense que pour moi, une tour réussie, c'est une tour qui progressivement possède 3 séquences. Cette séquence d'articulation au sol, il y a le rapport à l'infrastructure, au réseau. C'est vraiment là, l'exosquelette, il descend comme une robe, il se retourne et il fabrique toute cette place dont on a besoin pour mettre en scène la tour et pour faire en sorte que progressivement, le piéton, il est amené à
à marcher presque sur la tour, et puis ensuite à voir cette structure qui s'élève. Donc il y a cette séquence basse, il y a la séquence intermédiaire, et puis il y a ce rapport au ciel que j'évoquais tout à l'heure. Donc là, on est dans un sol qui était perforé, qui permet de regrouper et de relier 3 à 4 niveaux qui existent à la Défense et qui avaient lieu vraiment d'harmoniser et de relier de manière un peu plus humaine. Les projets en cours, le premier, c'est une tour que j'ai quand même gagnée, qui s'appelle la Tour Ava, qui est beaucoup plus petite, mais qui avait un autre intérêt. C'est une tour qui fait 140 mètres de haut. Et là, voilà, la vision du site est intéressante. Je n'ose plus utiliser la souris, mais on voit le bâtiment existant qui va être démoli pour installer la tour qui va monter sur une trentaine d'étages. Et malheureusement, depuis l'intérieur de la Défense, on voit que ce site est coupé littéralement, ou plus exactement, on a un boulevard urbain. C'est pas vraiment d'ailleurs un boulevard urbain, c'est le boulevard circulaire de la Défense qui passe en pont devant le site et qui crée par là même un certain nombre d'espaces insalubres dont vous pouvez vous douter, entre les piles du pont, des espaces qui sont véritablement résiduels, qui n'ont aucun usage et qui finalement mettent complètement à distance la future tour par rapport au quartier. Donc l'idée que j'ai eue, et j'ai réussi à convaincre le maître d'ouvrage. On a le terrain donc, pour la tour qui est ici. On avait un terrain qui venait quelque part se terminer à peu près là. Et j'ai réussi à convaincre le maître d'ouvrage de venir récupérer ce terrain jusqu'ici, de passer sous le boulevard circulaire et de réussir à acheter tout ce terrain-là de manière à créer un projet qui vienne véritablement envelopper le boulevard circulaire, qui vienne complètement l'avaler pour le faire disparaître. C'est un peu comme un oiseau qui a besoin de faire son nid avant de pondre des œufs. Là, je n'avais pas du tout envie d'installer une tour sur ce site. Le site n'était pas prêt, il n'était pas préparé, il n'était pas beau. Donc j'ai voulu d'abord créer un contexte et ensuite seulement imaginer une tour. Donc au final, quand le maître d'ouvrage a réussi à acheter ces 2 nouveaux terrains, tout l'intérêt du projet, c'est de créer une architecture qui finalement va venir vers le centre de la Défense, vers le centre de ce triangle d'or, enfin de ce lieu très très prestigieux. Je viens complètement gommer maintenant je vais montrer les photos de maquette, la présence de ce viaduc, de ce boulevard circulaire. C'est au final une architecture qui est plus longue que haute. C'est là que je disais que j'aime bien prendre la mesure des sites, j'aime bien m'étendre, j'aime bien créer parfois un contexte quand il n'existe pas. Voilà, j'avais besoin de me faire un nid et pour ça de partir à l'assaut du contexte. Donc on a vraiment une architecture qui s'allonge sur 200 mètres sous le boulevard et ensuite qui se remonte pour fabriquer deux volumétries qui sont agressives, je l'assume, mais qui ont besoin de passer devant ce boulevard pour le cacher, pour le faire disparaître. Et puis l'énorme avantage, c'est que là on est du côté de la Défense, donc quand on arrive, on ne voit plus le boulevard circulaire, on arrive sous une architecture qui crée un immense porte-à-faux, qui crée une sorte d'envolée en fait, de volumétrie presque en équilibre. On a une place qui est plein sud, qui est comme une conque, avec des commerces. Et ensuite, l'entrée à la tour se fait là. On a un parcours d'à peu près 90 mètres qui permet ensuite d'atteindre le lobby qui est vraiment en pied de tour. Et ce que j'aimais aussi pour avoir fait beaucoup de projets culturels, c'est la notion de parcours. Donc on entre d'abord sous cette place en conque, on a cette galerie, et puis ensuite le lobby. Et tout ça, finalement, un peu comme une scénographie, permet pour les usagers de vivre quelque chose avant d'arriver dans leur bureau. Voilà les images du permis de construire. Voilà, on voit à l'arrivée, à l'approche vers le parvis, on a tout un plafond qui sera un grand écran de LED qui pourra aussi scintiller, qui pourra, au crépuscule, en tout cas de nuit, créer une sorte de ciel lumineux. Et puis on a l'entrée qui se trouve au coin, là-bas à droite.
Donc c'est comme, voilà, c'est comme une architecture qui se glisse sous le boulevard, qui se relève sur les côtés pour inviter le piéton à rentrer. Ça, c'est la vue depuis le nord. Et donc, au final, un bâtiment qui fait 200 mètres de long pour 140 mètres de haut. Ça, c'est le lobby. Voilà, on voit en coupe tout ce travail que je viens d'évoquer. Toute cette longueur qui est mise à profit pour scénographier les parcours. Et puis, dans cette partie basse aussi, l'intérêt, c'était d'installer tous les programmes, on va dire, connexes à la tour de bureau. C'est-à-dire, au lieu d'installer tout ce qui est auditorium, restaurant, cafétéria, boutique, dans une architecture de tour qui est éminemment feuilletée, contrainte, etc., on a installé ces lieux dans des espaces qui sont beaucoup plus spectaculaires. Là, on est dans la cafétéria qui est au-dessus du parvis, voilà, avec une espèce de mur en biais qui est ce plafond de LED, avec des volumétries qui sont très expressives et qui créent un contraste par rapport aux plateaux de bureau qui sont beaucoup plus sages. J'ai essayé de beaucoup travailler sur le site, sur ce lieu, et en même temps, Ashkelon est une ville qui a, bon, il faut bien dire la vérité, qu'il n'y a pas d'architecture resplendissante. C'est une ville qui est très hétéroclite, qui est, en fait, dont la beauté et surtout le dynamisme de ses habitants, la volonté d'avoir un projet extraordinaire. Mais voilà, ça c'est le contexte du projet. Donc un contexte qui est assez lâche, qui est fait de projets parfois quand même assez pauvres, en tout cas d'une architecture vraiment hétéroclite. Et le projet qui nous a été commandé, c'est un conservatoire de musique, faut que je me dépêche, un conservatoire de musique, de danse, de théâtre et puis d'art contemporain. Donc on a plein de programmes différents qui s'articulent. Alors vous avez l'impression en fait que le site est immense, en réalité il est tout petit, parce qu'il y a les 3/4 de ce terrain qui étaient inconstructibles. Donc on avait une emprise au sol qui nous était réservée, qui était minuscule. Et puis peut-être quelques imprécisions de programme. Bref, personne ne s'était rendu compte que le projet nécessitait plein de mètres carrés et que le terrain qui nous était donné était quand même 4 fois trop petit. Voilà, donc ça nous a très vite incité à faire un projet tout en verticalité. Et donc on a finalement décidé d'installer les différents groupes de programmes, donc art contemporain, théâtre, musique et danse, les uns sur les autres. Et on les a installés autour de ce noyau central que vous commencez à voir apparaître sur la droite. En fait, l'idée, c'était vraiment de créer à un moment donné un espace vertical qui concentre tous les parcours. Parce que là-bas, j'ai visité un autre projet culturel. C'est un projet où j'ai vu vraiment des centaines de personnes qui allaient dans tous les sens. Enfin, c'est des projets qui sont extrêmement vivants, qui sont appréciés, qui sont vraiment vécus et dans lesquels il y a sans arrêt beaucoup de monde, beaucoup de scolaires, beaucoup de tous âges. Donc on avait envie d'une part de créer ces différents éléments de programme de manière très technique, de leur conférer à chaque fois l'espace le plus précis possible, le plus fonctionnel possible, et d'autre part de faire en sorte que tous ces espaces donnent sur cette grande... je l'appelle tour, mais en fait, ce n'est pas du tout une tour, ça ne monte qu'à 40 mètres. Mais voilà, une grande scénographie centrale qui fasse un grand atrium, qui permette de faire en sorte que tout le monde se retrouve avec des grands escaliers, beaucoup de vie. Un espace aussi qui pourrait être scénographié pour projeter des œuvres multimédia, pour installer des expositions, etc. Puis il y a une petite contrainte aussi qui nous a donné cette idée, c'est le fait que là-bas, il faut absolument avoir des abris anti-roquettes à chaque niveau et sans arrêt au même endroit pour être facilement repérable et sans arrêt très près de tous les espaces du projet. Et quelque part, dans le mélange, voilà, ça aussi, ça a été une des contraintes qui a fait qu'on les a installés dans cette tour. Voilà, donc le projet qui est ensuite très expressif,
On a vraiment envie de raconter cette énergie, voilà, de raconter tous ces volumes, tous ces espaces, toutes ces salles de danse, de théâtre, toutes ces salles de répétition, et à chaque fois d'en montrer le volume, et à chaque fois, par leur installation sur des niveaux successifs, ça nous a permis de créer des terrasses et d'avoir de nombreux espaces extérieurs en prolongation des espaces intérieurs, parce que le climat le permet. C'est quand même un climat assez extraordinaire. Et puis enfin, vous voyez dans le petit schéma à gauche, on a quand même extrudé la tour, on a eu envie de la monter encore plus haut parce que il y a une telle envie de ce projet, il y a une sorte de schizophrénie là-bas, de paradoxe, il y a à la fois la guerre et puis la volonté de l'oublier. Il y a une telle impatience de voir ce projet sortir. Il n'y a pas beaucoup d'argent, mais en même temps, il y a une soif de ce projet. Et puis, j'ai voulu donc proposer des espaces en plus, parce que le programme est, malgré tout, il a l'air généreux, mais il est tout concis. On sait qu'il ne suffira pas aux besoins. Donc, on a donné un espace en plus qui est en haut, qui est un belvédère, qui est un espace qui ne coûte pas grand-chose, mais en même temps qui permettra voilà, d'être un lieu de plus pour des expos, d'être un lieu de fête. Et évidemment, il sera en belvédère, il aura des vues assez exceptionnelles et principalement d'ailleurs sur la Méditerranée, puisqu'Ashkelon est au bord de la mer. Voilà donc les maquettes du projet, les enveloppes qui commencent à naître, cette volumétrie avec toutes ces terrasses extérieures qui sont tout autant de prolongements. Ça peut être des lieux de respiration, de repos, mais aussi presque des lieux de travail extérieurs. On a essayé le plus possible de donner du plus. Voilà les premières volumétries, un travail sur une enveloppe qui est perforée, qui permet à chaque fois d'ouvrir les espaces intérieurs sur ces vues toutes circulaires. C'est un peu comme une pluie de fenêtres rondes qui descendent, qui forment de grandes courbes, qui viennent envelopper et adoucir ces volumétries superposées. C'est un peu l'idée aussi du rideau qui s'ouvre, des grands rideaux de théâtre. Donc voilà, c'est des grandes courbes qui viennent, pas partout d'ailleurs, mais qui viennent relier les volumes entre eux pour constituer tout autant de fenêtres de jour, et puis la nuit, la possibilité, comme vous le voyez là, d'éclairage et voilà, d'essayer de faire en sorte que le projet soit très scénographiquement qui puisse être vraiment approprié par les usagers. Bon, je vais peut-être montrer rapidement ce dernier projet, qui est un concours que j'ai gagné à Montpellier. Ça fait partie des projets que j'aime beaucoup, parce que là aussi, le terrain était tout petit, donc il fallait vraiment faire une gymnastique pour arriver à rentrer dans ce terrain. Et puis en même temps, l'intérêt, c'était un programme mixte, vraiment très très mixte, puisqu'on a du logement, du bureau, 2 hôtels et des commerces. Et voilà, donc le projet s'installe sur cette parcelle triangulaire. On est en face de la gare à Montpellier, la gare est ici, et on a ce terrain qui est bordé de flux. J'aime pas trop les formes triangulaires pour installer un bâtiment, parce que ça peut très vite générer des volumétries un peu agressives. Donc on a plutôt, voilà les photos du site, on est plutôt parti sur une sorte, là aussi, de volumétrie qui s'enroule, qui possède les programmes installés les uns après les autres, et puis qui, au fur et à mesure, vient s'enrouler, se lover dans les pourtours du site. Donc la partie grise, c'est la base, c'est les commerces, c'est tous les accès. Et puis par-dessus, c'est différents espaces de bureaux, d'hôtels et de logements. Voilà les premiers volumes. En plus, on a voulu partir en hauteur parce qu'on doit amorcer une ZAC qui va posséder quelques tours. Donc on commence à émerger en fait au-dessus du tissu montpelliérain. Voilà, on voit notre projet ici qui s'insère par rapport à des futures volumétries très hautes et puis des tours qui vont être par là. Et par contre, sur l'arrière de l'îlot, on vient s'insérer de manière beaucoup plus contextuelle à des volumétries de centre-ville. Donc beaucoup plus basse. Donc le mouvement nous permet progressivement de commencer en articulation avec le centre-ville sur des volumétries équivalentes, et au fur et à mesure de partir en pont tout en hauteur pour anticiper l'avenir.
Et on va dire que dans le socle, ici, on a tous les commerces, là, on a les bureaux. Et puis dans toute cette partie, dans le premier enroulement, on a les 2 hôtels, un de ce côté-ci, un de ce côté-ci. Et au-dessus, les logements qui, du coup, par leur passage en pont en hauteur, vont posséder des vues assez extraordinaires, là aussi sur la mer, là aussi sur la Méditerranée, et puis de l'autre côté sur le centre-ville. Et le creux qui se constitue, il est très important pour nous parce que ça a été l'idée de créer une sorte de place de rassemblement pour tous ces programmes. Donc c'est la salle petit déjeuner des hôtels, mais c'est aussi un café, un restaurant. Donc ça sert pour les bureaux, pour les logements. Et c'est une sorte de salon urbain qui est à l'extérieur bien sûr, mais qui en même temps est protégé par cet espace en conque qui est orienté plein sud là aussi, et puis qui est vraiment au centre de toutes les fonctions pour que chacune d'entre elles puisse en profiter. Voilà, et là cette fois-ci j'ai fini. Donc, voilà.